Numéro 4. En 4, je mets la Chartreuse de Parme. Putain mec, on est dans le top 4 quoi, c'est... Je sais pas où t'en es de ta bouteille, de ton martini, mais j'ai envie de te dire, on a déjà tout sacrifié. Mais non, mais vois le bon côté. On essaye d'aimer fort et de savoir un petit peu pourquoi. Donc évidemment, c'est dur, évidemment. Mais si tu vois les bons trucs, ça te rappelle le pourquoi tu aimes une œuvre. Et du coup, tu te dis, mais oui, au fait, je l'ai pas mise là par hasard. Je sais pas si c'est la plus grande du monde. Je crois que le monde l'aime bien. Ah bah, tant mieux, tant mieux. Mais moi, est-ce que je l'aime bien? Oui. Pourquoi tout ça? Et tu repenses, mais oui, je repense, mais oui, j'aime bien pour ça. La Chartreuse de Parme. Alors ça, c'est un bouquin que j'ai dû lire, tu vois, je sais plus trop, mais 4 ou 5 fois. Et je te parlais tout à l'heure des trucs que j'ai loupés, premier coche, celui-là, je l'ai vraiment loupé. Moi, on m'en parlait, la Chartreuse de Parme, tout ça, une époque où je découvrais un petit peu le romantisme. Et quand je l'ai lu, mais je me suis fait chier d'une force que je me revois balancer le bouquin. J'en ai pas balancé tant que ça, des bouquins, dans ma vie. Mais il y en a que j'ai balancé. Alors il y en a que j'ai balancé et je suis jamais retourné les chercher. Et il y en a que j'ai balancé et que j'ai récupéré un petit peu après. Et je les ai relus. Il y a des fois des œuvres où on n'est pas prêt, tout simplement. On arrive avec trop d'envie, peut-être. Et nos envies ne correspondent pas à l'œuvre. Donc on se trompe, on nous a fait croire, ou on a cru tout simplement par rapport à ce qu'on entendait dire que c'était ça. Et c'est là aussi où tu vois qu'il faut pas croire tout ce qu'on nous dit. On nous dit des choses, c'est bien, mais nous, on est à tel endroit, à tel moment dans notre tête, dans notre vie. Et ça relativise tout discours. La Chartreuse de Parme, je l'ai balancée. Je revois le bruit qu'il a fait sur le mur. Parce que comme c'est un gros bouquin, ça fait PAF! Il est tombé comme une merde. Et j'étais fier de moi. Mais j'y suis revenu, pour telle ou telle raison, quelques années plus tard. Stendhal, c'est un auteur qui va vite. La Chartreuse de Parme, c'est une œuvre qui a été dictée. Elle n'a pas été écrite. Il a dicté à sa secrétaire. Stendhal va vite, il supporte pas les grandes descriptions. Tu verras jamais des grandes descriptions comme chez Balzac, par exemple, comme chez beaucoup d'auteurs du 19e siècle, parce que Stendhal, il a pas le temps. Il va vite, ses héros vont vite. Ils vivent vite, ils meurent vite. Il n'y a pas trop de spoil à dire qu'un héros de Stendhal, il meurt à la fin, parce que de toute façon, c'est comme ça. C'est dans sa dynamique. Par contre, ce qu'on peut capter, le rouge et le noir le fait assez bien. Bon, tu vois, voilà, là, le rouge et le noir, moi, il n'est pas dans mon top 10. La Chartreuse a capté un truc de la vie qui court, la jeunesse qui court, la beauté de je sais pas quoi, ça, je sais pas, mais ça court, ça va vite. L'espèce d'insouciance, cherchez le mot. L'insouciance des jours heureux. Vaste truc, tu vois, vaste concept, mais pourquoi ce bouquin, dans tous les bouquins que j'ai lus, et il y en a plein qui m'ont plu, pourquoi ce bouquin a cristallisé ça comme aucun autre? Je peux toujours pas te l'expliquer, en fait, aujourd'hui. Parce que quand je relis la Chartreuse, je me dis, mais merde, c'est qu'un mot après un autre, c'est qu'une phrase après une autre, une phrase qui peut ressembler vachement à ce que j'ai lu dans un autre bouquin. Pourquoi, de construction de truc en truc comme ça, on finit par glisser à cette impression de l'insouciance d'une jeunesse qui passe? Et alors, il n'est pas là à philosopher sur l'idée, c'est une suite d'actions, comme d'habitude chez Stendhal, on réfléchit pas trop, on avance. Ouais. Donc ce côté furtif, ce côté éphémère, ce côté d'insouciance qui passe, on est là, maintenant, on est dedans, c'est la force vive de ce qui se vit au moment où. C'est ça Stendhal. Et c'est autre chose qui compte énormément aussi dans mon petit parcours, en termes de thématique, mais certainement parce que ça rejoint cette chose d'une Odyssée dans une Iliade. Un thème qu'on retrouve chez Stendhal, de roman en roman, et qui est l'un des plus grands trucs qui m'a impacté, c'est comment les personnages découvrent la liberté en prison. Ça c'est stendhalien. Tu joues sur des comme ça, il y a un côté, c'est des oxymores, c'est deux trucs qui ne sont pas censés, et tu les mets machin, et tu produis la petite magie.
les personnages de Stendhal s'éveillent dans les prisons. Donc, là, je vais prendre un petit extrait de La Chartreuse, où Fabrice Del Dongo a été incarcéré pour un meurtre. Et en montant dans la prison, il voit Clélia. Ce fut dans l'une de ces chambres construites depuis 1 an, et chef-d'œuvre du général Fabio Conti, laquelle avait reçu le beau nom d'obéissance passive, que Fabrice fut introduit. Il courut aux fenêtres. La vue qu'on avait de ces fenêtres grillées était sublime. Un seul petit coin de l'horizon était caché, vers le nord-ouest, par le toit en galerie du joli palais du gouverneur, qui n'avait que 2 étages. Le rez-de-chaussée était occupé par les bureaux de l'état-major. Et d'abord, les yeux de Fabrice furent attirés vers une des fenêtres du second étage, où se trouvait, dans de jolies cages, une grande quantité d'oiseaux de toutes sortes. Fabrice s'amusait à les entendre chanter et à les voir saluer les derniers rayons du crépuscule du soir, tandis que les geôliers s'agitaient autour de lui. Cette fenêtre de la volière n'était pas à plus de 25 pieds de l'une des siennes, et se trouvait à 5 ou 6 pieds en contrebas, de façon qu'il plongeait sur les oiseaux. Il y avait lune, ce jour-là, et au moment où Fabrice entrait dans sa prison, elle se levait majestueusement à l'horizon, à droite, au-dessus de la chaîne des Alpes, vers Trévise. Il n'était que 8h30 du soir, et à l'autre extrémité de l'horizon, au couchant, un brillant crépuscule rouge-orangé dessinait parfaitement les contours du mont Viso et des autres pics des Alpes qui remontaient de Nice vers le mont Cenis et Turin. Sans songer autrement à son malheur, Fabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime. C'est donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti. Avec son âme pensive et sérieuse, elle doit jouir de cette vue plus qu'un autre. On est ici comme dans des montagnes solitaires à 100 lieues de Parme. Ce ne fut qu'après avoir passé plus de 2 heures à la fenêtre, admirant cet horizon qui parlait à son âme, et souvent aussi arrêtant sa vue sur le joli palais du gouverneur, que Fabrice s'écria tout à coup « Mais ceci est-il une prison ? Est-ce là ce que j'ai tant redouté ?» Au lieu d'apercevoir à chaque pas des désagréments et des motifs d'aigreur, notre héros se laissait charmer par les douceurs de la prison. Quand il fut seul et un peu remis de tout ce tapage, « Est-il possible que ce soit là la prison ?» se dit Fabrice, en regardant cet immense horizon de Trévise au mont Viso, la chaîne si étendue des Alpes, les pics couverts de neige, les étoiles, etc. Et une première nuit en prison encore. Je conçois que Clélia Conti se plaise dans cette solitude aérienne. On est ici à 1000 lieues au-dessus des petitesses et des méchancetés qui nous occupent là-bas. Si ces oiseaux, qui sont là sous ma fenêtre, lui appartiennent, je la verrai. Rougira-t-elle en m'apercevant ? Ce fut en discutant cette grande question que le prisonnier trouva le sommeil à une heure fort avancée de la nuit. Dès le lendemain de cette nuit, la première passée en prison, et durant laquelle il ne s'impatienta pas une seule fois. « Verrai-je Clélia ?» se dit Fabrice en s'éveillant. Mais ces oiseaux sont-ils à elle ? Les oiseaux commençaient à jeter des petits cris et à chanter. Et à cette élévation, c'était le seul bruit qui s'entendit dans les airs. Ce fut une sensation pleine de nouveauté et de plaisir pour Fabrice que ce vaste silence qui régnait à cette hauteur. Il écoutait avec ravissement les petits gazouillements interrompus et si vifs par lesquels ses voisins les oiseaux saluaient le jour. S'ils lui appartiennent, elle paraîtra un instant dans cette chambre, là, sous ma fenêtre. Ses regards revenaient à chaque instant aux magnifiques cages de citronniers et de bois d'acajou qui, garnis de fils dorés, s'élevaient au milieu de la chambre fort claire servant de volière. Ce que Fabrice n'apprit que plus tard, c'est que cette chambre était la seule du second étage du palais qui eut de l'ombre de 11h à 4. Elle était abritée par la tour Farnèse. Mais si je vois Clélia, daignera-t-elle m'apercevoir ? Ma foi, il faut faire des indiscrétions pour être remarqué. Ma situation doit avoir quelques privilèges. D'ailleurs, nous sommes tous deux seuls ici, et si loin du monde. Après tout, je ne suis point précisément un étranger pour elle. Avec quelle grâce pleine de modestie elle m'a salué hier soir. Je me souviens fort bien que lors de notre rencontre près de Côme, je lui dis « Un jour,
je viendrai voir vos beaux tableaux de Parme. Vous souviendrez-vous de ce nom? Fabrice Del Dongo? L'aura-t-elle oublié? Elle était si jeune alors. Mais à propos, se dit Fabrice étonné en interrompant tout à coup le cours de ses pensées. J'oublie d'être en colère. Serais-je un de ces grands courages comme l'Antiquité en a montré quelques exemples au monde? Suis-je un héros, sans m'en douter? Comment? Moi qui avais tant de peur de la prison, j'y suis, et je ne me souviens pas d'être triste. C'est bien le cas de dire que la peur a été 100 fois pire que le mal. Quoi? J'ai besoin de me raisonner pour être affligé de cette prison. Serait-ce l'étonnement de tout ce nouvel établissement qui me distrait de la peine que je devrais éprouver? Peut-être que cette bonne humeur indépendante de ma volonté et peu raisonnable cessera tout à coup. Peut-être en un instant, je tomberai dans le noir malheur que je devrais éprouver. Dans tous les cas, il est bien étonnant d'être en prison et de devoir se raisonner pour être triste. Ma foi, j'en reviens à ma supposition. Peut-être que j'ai un grand caractère. Tu vois, je m'assois là parce que je viens de rallumer ce putain de truc. Voilà, on continue. C'est épique, ça se trouve, t'as plus de vin, t'es passé au dessert. Peut-être même que t'as bouffé tout un rôti entre-temps. Parce que voilà, il faut être bien un petit peu avec les histoires, avec les mots, avec des images qui passent. Et là, c'est tragique. Et je vais pas te refaire tout le coup, hein, du truc absolument terrifiant. On fait un top 10 de tous les romans. Tous les romans. Et là, on arrive sur un podium. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, même si ça veut rien dire, ça doit pas être dénué d'un fond de petit quelque chose qui veut dire quand même un truc. Sinon, on serait pas là, à te faire tout ça. Podium. Ouais. Le numéro 3. En 3, je mets Nostromo, de Joseph Conrad. Ouais. On a parlé de Stendhal, on a parlé de Syntex, mais on n'a même pas parlé de Dostoïevski ou d'Homère. J'en ai marre. C'est trop dur, c'est épuisant. C'est mentalement épuisant, ces conneries. Mais tu sais quoi? On va s'accrocher parce qu'on est des dingues sur cette chaîne. On va jusqu'au bout de l'impression. Mais oui, et on essaye d'expliquer pourquoi. C'est bien beau d'aimer des trucs. Oui, déjà c'est bien beau. Mais putain, quand tu sais pourquoi, merde. Alors on continue. Moi je te dis, Joseph Conrad, Nostromo. Pourquoi? En ouverture, j'ai parlé un petit peu de Stevenson et d'Henry James. Et de comment, si l'un et l'autre copulaient littérairement, ils enfanteraient Joseph Conrad. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont enfanté Joseph Conrad. Mais oui. Là, on est un peu au centre de tout. C'est comme si d'un seul coup, on pouvait aimer l'aventure sans être un crétin. C'est-à-dire être un héros d'action qui réfléchit. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant parce que souvent, l'un n'exclut pas l'autre, mais au même instant, il s'exclut un petit peu. Et chez Conrad, ce sont des aventuriers, certes, mais on les saisit pas forcément au moment de l'aventure. C'est pas des aventures qui rebondissent partout, comme chez Stevenson ou chez tant d'autres, ou dans tes shonen préférés. Les héros de Conrad, qui sont des hommes d'action, sont pris au moment où ils ont un problème. Un vrai problème qui paralyse leur vie et leur mouvement. Et tu sais qu'il n'y a rien de tel que d'être paralysé dans ta vie et dans tes mouvements pour te mettre à cogiter, comme jamais. Là, la tête va très vite. Et comme ce sont des romans, en plus on a plusieurs points de vue, c'est-à-dire pas toujours celui du personnage qui est là pris en état de faiblesse, c'est qu'on a le regard des autres aussi. Donc c'est assez riche. Où est la vérité? Comme dans Rashomon, tu vois, au cinéma, plusieurs points de vue. Quand un auteur, quand quelqu'un qui raconte une histoire te raconte une histoire, il le fait selon un certain angle de vue. Et ça donne une certaine histoire, avec telle couleur, telle tonalité de récit. Qu'on aime ou qu'on déteste. Et la même histoire, on peut te la raconter, hop, en déviant un petit peu l'angle, en racontant, et ça raconte autre chose. Donc Conrad, lui, s'amuse à faire un petit peu le tour de tout ça. Et voilà, donc ce sont des hommes d'action, en gros, dans les romans de Conrad, ce sont des hommes d'action. Souvent, ils se traînent, ils ont fait une connerie à un moment donné. Ils ont échoué. Lord Jim de Conrad, par exemple, voilà, il a échoué à un moment où
Il aurait dû venir en aide à des gens qui se noyaient dans un bateau. À ce moment-là, il a eu peur. À ce moment-là, il n'a pas osé. Et toute sa vie, maintenant, il le paye. Il n'arrive plus. Il n'est plus à la hauteur de son orgueil d'aventurier. C'est formidable de traiter l'orgueil en littérature. C'est pas le rap et l'ego trip qui a inventé ça. C'est bien qu'on l'ait. C'est dommage qu'on ne l'ait pas de manière un peu plus sondée. Mais bon, c'est pas impossible qu'il y ait un rappeur Conrad qui se pointe. Ce serait dément. Bon, Lord Jim, hélas, je suis pas là pour t'en parler. Nostromo. Alors pourquoi Nostromo? Peut-être parce que c'est l'œuvre la plus ambitieuse au niveau littéraire. Il recrée tout un pays, le Costaguana, donc pays fictif d'Amérique du Sud. Et là-dessus, il te fait tout un monde politique. On se déchire pour acheter les terres, avec toute une galerie de personnages. Donc là, ils sont quand même assez nombreux, relativement à ce que je te disais, où on suit souvent un mec. Là, il y a du monde. Il y a le journaliste, Martin Decou. Mais j'ai pas le temps de tout ça. Martin Decou, c'est l'un de mes personnages préférés dans toute la littérature. Et il y a Nostromo, l'homme de main, celui qui se trimballe avec un sabre, l'homme d'action. Alors que Decou est celui qui pense. Et à un moment donné dans Nostromo, ces deux personnes-là se retrouvent sur une gabarre, donc un petit bateau, un monde, avec tout le monde politique qui traîne autour d'eux, et qu'ils traînent eux-mêmes dans leur tête. Toute cette odyssée, dans cette Iliade, sur ce petit bateau. Il s'en passe des choses sur un petit bateau, dans un petit chapitre. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié Nostromo. Putain de sa race. Putain, j'ai oublié Nostromo. Putain, j'ai oublié Nostromo. Ah non, putain, je l'ai prêté. Ben voilà. Eh bien, donc je vais pas te lire de Nostromo. Eh ben comme ça, il faudra y aller toi-même. Souviens-toi, Martin Decou. Souviens-toi, Nostromo. Aussi parce que c'est le premier Conrad que j'ai lu, et que certainement, voilà, ça m'a impacté différemment en littérature. Moi, à l'époque, je savais pas qu'on pouvait mettre autant d'orgueil dans un personnage, au niveau littéraire. On m'avait insidieusement enseigné que c'était mal. Jamais personne m'a appris ça. Mais le monde m'a induit à le penser. Et j'ai été à ce niveau-là bon élève, puisque je mettais pas ce genre de réflexion. Je ne déployais pas l'orgueil dans un univers. J'ai appris à le faire avec Conrad, et j'espère avec le moins de mauvaises raisons possible, en essayant de donner un intérêt. Tout sentiment, toute chose traitée doit l'être parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Pour nous sortir des a priori de tout ça. Il y a des puissances mystérieuses qui travaillent dans le monde, dans la nature, dans le cœur des hommes. C'est tout ça, Conrad. Nostromo, que j'ai prêté. Numéro 2. En numéro 2, je mets La recherche du temps perdu, d'un certain Marcel Proust. Ouais, c'est un nom de merde. Mais tu vois, ça n'empêche pas. Tu vois, là, on est dans un top 10, on parle de romans. Là, il faut parler de Proust, de La recherche du temps perdu. Faisons ça de manière mécanique, déjà. Essayons. Un livre, c'est quelque chose qui a été construit. Et il n'y a pas d'auteur plus matérialiste que Proust dans la manière d'aller chercher des choses pour les mettre et les rendre accessibles. Et c'est formidable, cette somme d'impressions qu'il a cumulées pendant des années. Et il a réussi à nous donner une œuvre avec. Regarde. La recherche, c'est ça. Tu vois, dans ces volumes comme ça. C'est peut-être le plus grand roman de l'histoire de l'humanité. Ça veut rien dire. Mais si ça voulait dire quelque chose, ce serait peut-être celui-là. Ah, médite là-dessus, après avoir fini tes olives, t'as même peut-être ouvert la 10e boîte. Mais t'as raison. Il est très compliqué de parler de Proust. C'est donc c'est 2000 pages, c'est 7 tomes. Oui, parce qu'en plus, quand on dit c'est un gros livre, mais oui, mais en fait, c'est qu'il y en a 7 dedans. 7 ! Oh non, mais faut choisir. Eh ben non, il faut un peu de temps des fois. Il y a des œuvres qui vont très vite en quelques pages et qui ciblent et qui peuvent être... On en a vu même dans Stop. Elles sont petites et elles n'en sont pas moins fortes.
Et puis il y a celles qui décident de prendre leur temps. Et Proust synthétise ça, la phrase de Proust synthétise ça. C'est un mec qui, alors lui, c'est quand même un orgueil extrême. Il veut prendre son temps parce qu'il estime qu'en prenant son temps, il aura le temps de capter tout. Sa phrase prend son temps parce qu'il pense qu'il peut tout mettre dedans. Et souvent, il réussit. Alors tout, attention, mais disons qu'il y a une tendance à l'exhaustivité, que c'est beau d'avoir l'envie, la tendance, réussir à frapper aussi juste, parce qu'il faut savoir, quand je dis tout, c'est à la fois la phrase va peindre ce qu'elle cherche à peindre, une situation, mais elle va ouvrir des parenthèses, c'est-à-dire que même dans la situation, elle va aller chercher le petit détail du tableau, elle va nous rendre des images claires, c'est pas le tout qu'on nous parle de quelque chose comme ça, encore faut-il nous rendre des images qui nous impactent. Elle va nous rendre des sons, c'est-à-dire que la phrase va chanter. C'est un art total. Le but du jeu, c'est pas seulement d'aligner des petites images avec un petit sens, que déjà, quand t'as réussi à faire ça, c'est déjà pas mal. Mais non, c'est qu'en plus, il fait de la musique. Et il capte en plus des choses qui sont en dehors du récit, des choses plus analytiques. De la sensation, il explique. Ça fait souvent peur, ça, en littérature. Quand tu commences à expliquer, toi, t'aimerais bien qu'on ait l'histoire, ou sinon, tu fais des essais. Mais c'est un peu un essai aussi, c'est vrai. Proust, on ne sait pas trop ce que c'est comme roman. C'est l'histoire d'un gars qui apprend à canaliser ses sensations pour pouvoir survivre dans un monde, dans une vie qui fout le camp. Et il finit par capter, je spoil pas vraiment, il finit par capter que tout ça, il pourra le remettre dans des bouquins. S'il apprend à cerner telle sensation de tel instant, comment travaille la lumière sur telle architecture qui renvoie à telle manière de penser, ou s'il se passe quelque chose d'important au moment où le rayon de lumière frappe cette pierre, que sa pensée cristallise tout ça, et que s'il arrive à rendre compte de tout ça par écrit, il aura un petit peu, c'est le Graal, c'est l'inaccessible, il aura un petit peu touché à l'éternité. Il aura un petit peu, il se sera sorti des griffes du temps. Et pour ça, il faut des années. Pour comprendre, pour regarder, pour traduire, et pour mettre tout ça dans des pages. C'est jamais qu'un être humain qui écrit des mots dans des pages. Tu comprends pourquoi le livre, c'est l'une des plus grandes inventions de l'humanité, parce que c'est l'une des plus simples. Et c'est l'une de celles qui durent. Voilà, la phrase proustienne. Tu vois, je vais pas rentrer dans le décompte des personnages, Je vais te lire, on va faire simple. Voilà, je vais te lire le début de la recherche du temps perdu. C'est pas ça. Il est où ce putain de truc? Mais c'est un livre c'est un livre que j'ai lu 2 fois. C'est long, tu vois. Je veux dire, 2 fois les 7 tomes. C'est un livre que souvent on a un petit peu peur de l'aborder parce qu'il est... il est long, il fait peur. C'est vrai que les phrases sont longues. Et c'est vrai que le mec il veut tout dire, donc il ouvre des parenthèses. Et comme il veut dire, dans la parenthèse, il ouvre encore des virgules. Et qu'au moment où t'es arrivé à la fin de la page, à la fin du truc, t'as déjà oublié le début. Donc faut relire. Donc c'est un exercice de pensée. Et c'est vrai que ça peut faire fuir. Parce que ce qu'on voit d'abord, c'est la difficulté. Il faut se donner le temps avec Proust. Si t'arrives et dis ouais, je vais lire ça vite fait, puis voilà. Non, va sur Wikipédia, j'imagine que peut-être on t'expliquera, puis voilà, tu auras... Mais si tu veux te confronter aux sensations, t'as pas le choix. Il faut te poser et accepter le rythme. Peut-être qu'au début, tu vas lire les pages, tu vas pas trop comprendre, et après, ça va commencer à venir. Et là, t'as le temps. Déjà, t'es dans une démarche proustienne de gérer le temps. Il faut essayer ça. Un jour d'été, là, tu te poses sous un cerisier, puis tu lis ça, puis t'as le temps. Moi, j'ai lu une fois, j'avais été chamboulé, et je l'ai relu. Je me suis dit, aurais-je le temps de relire 2 fois dans ma vie La recherche du temps perdu? Et en fait, le temps, tu le trouves pas toujours, mais il y a des bouts de temps que tu peux trouver. Tu sais où j'ai trouvé le temps de relire La recherche du temps perdu, le plus grand roman de l'humanité? Au Chiottes. Et ouais. Et la première fois, j'avais déjà énormément avancé dans le métro. Je m'étais juste gardé les dernières pages du livre pour aller les lire sous le marronnier qui fait face à la tombe de Proust. Parce qu'en bon parisien, c'est cool, j'habite à 2 pâtés de maison.
Et voilà, je t'ai fait ce petit truc un peu con, mais ça fait quelque chose de lire un grand truc comme ça avec le mec dans la petite tombe en face. Enfin, et la deuxième fois, je l'ai relu aux chiottes. Et tu peux quand même concevoir des trucs. T'imagines le temps que tu passes sur tes chiottes? Top 10 roman, hein, voilà à quoi on arrive. Eh ben imagine ça. Parce que c'est peut-être là que tu peux choper Proust. Y a pas de raison. Y a pas de raison. Alors, hein, je veux pas de mauvaises excuses. Mais oui, c'est un peu difficile, c'est un peu chiant, mais le rythme, donnons-nous du temps. Voilà, écoute, on y va, on se fait ça, reprends des olives, déjà, et reprends un petit vin. Et on s'attaque ça. Regarde, Proust, du côté de chez Swann. Combray, première partie. Chapitre 1, le petit sigle romain. 2000 pages. Tranquille, on y va. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains, qui plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Chez Proust aussi, c'est la manière qu'il a de faire parler ses personnages. Contrairement à chez Hugo, où tu entends toujours Hugo parler derrière, même s'il parle très bien. Chez Proust, tu entends chaque personnage. Quand un aristocrate parle, il parle comme ça. Quand Françoise, la servante, parle, c'est truculent. C'est intéressant parce qu'on parlait de James tout à l'heure. James, par exemple, n'est pas du tout proustien sur sa manière de gérer des dialogues, alors que c'est les mêmes milieux où tout va bien, tu vois, et c'est le même type d'analyse. Mais les dialogues chez James sont totalement stylisés. Chez Proust, ils sont très naturalistes. Tiens, sur la vitesse, Madame Villeparisis, là. Allez. Pour peu que la nuit tombe et que la voiture aille vite, à la campagne, dans une ville, il n'y a pas un torse féminin, mutilé comme un marbre antique par la vitesse qui nous entraîne et le crépuscule qui le noie, qui ne tire sur notre cœur, à chaque coin de route, du fond de chaque boutique, les flèches de la beauté dont on serait parfois tenté de se demander si elle est en ce monde autre chose que la partie de complément qu'ajoute à une passante fragmentaire et fugitive notre imagination surexcitée par le regret. Numéro 1. Putain. On vient de faire Proust. On vient de mettre Proust en numéro 2. Mais qu'est-ce que t'attends encore? Mais qu'est-ce que t'attends? Il faut un premier, voilà. À quoi ça se joue? J'en sais rien. En numéro 1, je mets le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. Alors, en mettant le Vicomte de Bragelonne, en fait, très vite, je suis obligé de dévier, de dire, je mets le cycle des mousquetaires de Dumas. Le cycle des mousquetaires qui commence par les 3 mousquetaires, qui se poursuit par 20 ans après, et qui se conclut avec le Vicomte de Bragelonne.
C'est marrant d'avoir eu Proust juste avant, parce qu'ils ne sont pas étrangers. Proust, quand il écrivait le dernier tome de la recherche du temps perdu, qui s'appelle Le temps retrouvé, Proust disait qu'il écrivait son Vicomte de Bragelonne. Proust était un grand lecteur. Tu vois, j'ai parlé beaucoup d'auteurs, là, ce soir, qui étaient, à mes yeux en tout cas, de grands auteurs. Et ils étaient aussi, pour la plupart, de grands lecteurs. C'est bien de lire, de voir comment on fait ailleurs. Peut-être que ça peut t'aider à faire toi-même. Enfin, le but du jeu, c'est pas forcément de devenir un auteur, mais c'est intéressant. Proust était un grand lecteur, et il était comme Henry James vis-à-vis de Stevenson. Il n'avait pas... C'était un grand lecteur de Stevenson, entre autres. Il aimait lire un peu tout, avec ses préférences, avec ses choses, mais il prenait un auteur pour ce que l'auteur nous donne, ce qu'on devrait toujours faire, mais c'est pas toujours évident. Il était grand fan de Stevenson. Stevenson qui lui-même avait lu Le Vicomte de Bragelonne 5 ou 6 fois. Voilà. Donc tu vois, c'est marrant de voir tous ces types qui se retrouvent là, autour de ce bouquin. Moi, ça me faisait très plaisir. Stevenson avait écrit un long article où il en mettait plein la gueule de toute l'intelligentsia française de ne pas avoir reconnu ce livre, Le Vicomte de Bragelonne. Donc c'est assez plaisant, parce que là, bon, tu vois, c'est difficile. Hein. Il y a une rencontre, certainement, ça arrive à un moment de ta vie, et après tu évolues, et tu le relis, et tu peux être en désaccord, mais non, là en le relisant, celui-ci, j'ai retrouvé les sensations. Il y en a d'autres qui se sont aiguisées, c'est pas forcément les mêmes passages qui étaient tes préférés, et ceux qui le sont à présent, ça bouge. Et puis quelques années s'écoulent encore, et puis tu le relis. Alors, et quand je dis relire, alors il faut relire les trois, évidemment. Stevenson, ce petit tricheur, faisait un petit peu l'impasse sur les Trois Mousquetaires et 20 ans après. Mais non, il avait tort. Ça lui arrivait d'avoir tort. Tu vois, là-dessus, il avait tort, Stevenson. Il faut tout relire. Pour te replonger dans un truc total. Même si tu commences à en avoir marre de certains épisodes. Mais le style, ça Stevenson l'avait vu aussi, le style s'affine, s'affûte à mesure que les volumes passent, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend d'un roman, d'un auteur de roman feuilleton, puisque tout ça était publié dans des journaux. Les Trois Mousquetaires, Dumas a 42, 43 ans, c'est un auteur de théâtre qui a mis des petits points par-ci par-là, mais bon, voilà, en gros, c'est pas non plus c'est pas le méga carton. Puis il voit Eugène Sue, qui publie les Mystères de Paris, il voit ces mecs qui se tentent ce nouveau truc, le roman feuilleton. Alors il tente. Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, on va pas te faire le coup du chef-d'œuvre oublié, non, les Trois Mousquetaires, quand ça paraît, c'est un carton. Donc Dumas donne une suite, et il va plus loin, il va comme ça, il prend des héros, ils sont jeunes et fringants, comme ton héros de manga, tu vois. D'Artagnan, il a pareil, il a 18 piges, il part à l'aventure. Il rencontre des amis en route. Les 50 premières pages des Trois Mousquetaires, ça fait partie des plus grandes expositions d'histoire que j'ai vues dans toute la littérature. Dans celles que j'ai lues, moi. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas d'autres. Il existe beaucoup plus de livres que je n'ai pas lus. Et ça, c'est plutôt ultra positif. Mais dans ce que j'ai lu, voilà, avec le premier chapitre de Cro-Blanc, par exemple, de Jack London, qui est magnifique aussi. Là, voilà, on a 50 premières pages, un héros qui s'en va, qui dit au revoir à sa mère, son père, et hop, il rencontre quelques amis, il se frite avec, après il devient ami, et ils poursuivent ensuite. Très bien, roman d'aventure, ça a cartonné, les Trois Mousquetaires. 20 ans après, bon, les héros ont vieilli, ils n'ont plus 20 ans, ils en ont 40, mais ça reste un roman d'aventure qui bouge et tout. 20 ans après, c'est un carton. Et arrive le Vicomte de Bragelonne, où ils prennent encore 11 ans de plus, donc ils ont la cinquantaine et un peu plus pour d'autres, parmi eux. Et là, à un moment donné, évidemment, ça chevauche un peu moins. Ils se posent un peu, ils discutent un peu. Ils sont en train de passer de mode. Ils sont dans un monde, voilà, où on passe à autre chose. Et des jeunes arrivent, nouvelle génération qui viennent prendre la relève. Donc, ils les regardent arriver. Ça leur rappelle aussi la jeunesse, que le temps passe, que rien ne dure. Et que surtout, on est dans un monde, mais on meurt dans un autre. Et c'est très bien montré dans tout ce cycle, et notamment dans le Vicomte de Bragelonne, comment on passe de la France de Louis XIII, qui est une France un peu anarchisante, à une France très cadrée, à une machinerie d'État avec un gars qui tire le truc. Et ça, politiquement, ça va avoir de l'écho. C'est ce glissement. Et donc avec des mecs qui étaient jeunes, et tu sais ce qu'on appelle le panache. Eh ben on les voit glisser petit à petit dans un siècle où il n'y a plus vraiment la place pour ce panache.
Et qu'est-ce qu'ils en font, eux? Ils vont pas d'un seul coup décider de ne plus être des gens de panache. Ils vont faire avec. Pourquoi le vicomte de Bragelonne aussi? Il est tenu pour moi par le personnage de D'Artagnan, qui est donc maintenant un monsieur de 50 ans, mais qui reste solaire. Tout se casse la gueule. Hein. La mort s'invite de plus en plus dans une vie d'homme à mesure que tu avances en âge. Donc il voit des gens tomber autour de lui. Toutes ses rêves de jeunesse se sont cassés la gueule. Tout ça tombe, meurt. C'est dur à porter sur les épaules d'un être humain comme ça. Chaque être humain affronte ça tout seul. Il doit faire ce parcours et il doit avancer avec. Tu peux pas mourir à chaque fois que la mort se montre autour de toi. Faut durer. Et donc D'Artagnan incarne ça. Il dure. Et avec le sourire, avec une bonhomie. Il n'a pas tout à fait perdu l'élan de sa jeunesse. Les muscles sont un peu moins souples, mais il a gardé ça. Et en plus, il a gagné en saveur de caractère. Pour moi, c'est le plus grand personnage de la littérature mondiale. Pour moi. En roman, en théâtre. Pour moi, voilà, c'est comme ça. Et en ayant relu, tu vois, je pourrais avoir oublié cette sensation. Quand tu lis un livre à 20 ans, c'est bien beau de dire c'est le plus grand truc, machin, c'est bien de le relire 10 ans après, c'est bien de le relire après, c'est bien. J'ai lu, moi, 4 fois cette histoire de Le cycle des mousquetaires, il faut compter 3000 pages. C'est 1000 pages de plus que Proust, tu vois. Ça se lit peut-être plus facilement. Et ça n'en est pas moins dénué de beauté, non, donc... Je veux te dire, moi, ça m'a appris la vie, ça m'a appris l'amitié, ça, oui, une certaine notion. L'amitié, oui. L'honneur. Méfiance, qu'est-ce que c'est que ce terme d'honneur? Voilà, moi, je me comprends quand je te prononce le mot honneur, c'est ce livre-là qui me l'a appris aussi. L'amour, certainement, d'une certaine manière aussi. Avec des copains, on a monté la pièce, tout ça, on était fous. Donc tout ça travaille. Et puis ce sourire face aux années. Dans un monde qui s'écroule, garder le sourire. Ça, c'est ce livre-là aussi qui me l'a appris. Peut-être qu'il m'a enseigné cette petite... Dans les œuvres d'art, je te parle souvent des Odyssées dans les Iliades, il y a un autre truc qui revient beaucoup, qui me hante énormément, quelle que soit l'œuvre auquel je m'attache, que ce soit dans mon travail personnel, mais aussi quand je lis, ou quand j'écoute, ou quand je me penche comme ça sur l'œuvre des autres, c'est une œuvre... comment te dire, c'est une joie triste. Quelque chose qui tourne comme ça autour de une tonalité de joie triste. Ou de tristesse, pas désespérée, mais un sourire juste pour ne pas voir la larme qu'il y a derrière. Mais on sait qu'elle est derrière. J'aime beaucoup ce petit instant à saisir dans un caractère, dans une peinture, dans une situation. Et D'Artagnan, il incarne ça, le D'Artagnan de la cinquantaine, il incarne ça de bout en bout. Donc des fois, la larme tombe quand même. Mais bon. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Meung, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. C'est là-dessus que s'ouvre mon livre préféré. Voilà, donc tu vois, je t'ai montré l'autre. Donc pas de jaloux, hein. Je t'ai montré Proust, tu vois, c'est pareil, c'est des gros bouquins comme ça. Mais bon, ça passe vite quand on aime. Je sais pas, il faudrait que je m'arrête, mais en plus, tu vois, Alexandre Dumas, c'est pas forcément un de mes auteurs favoris. Donc c'est quand même génial qu'il vienne se squatter la première place de ce classement. Il écrase tout. Et notamment, en plus, son personnage D'Artagnan, c'est pas le D'Artagnan historique dont je suis féru, c'est vraiment le D'Artagnan de Dumas, de la cinquantaine. Donc c'est comme ça, il a tout raflé. Et à tel point, je peux te dire que cette histoire du cycle des mousquetaires, dans ma vie, c'est énorme, ça fait partie des plus grandes découvertes. C'est vraiment tout confondu. Avec Wagner, avec Bob Dylan, avec... Eminem, avec Lost, avec quelques trucs. Mais lui, peut-être plus encore, parce qu'il arrive avant et qu'il va dessiner... Ça décide un petit peu de tout ce que sera ma vie derrière, quoi qu'elle soit. Mais ça part de là. Et maintenant, quand j'avance dans la vie, j'ai toujours un petit D'Artagnan avec moi. Et ses 3 potes, évidemment, autour. Parce que tous pour un pour tous. À prononcer dans cet ordre-là. Ne fais pas la petite bêtise de dire un pour tous pour un.
Ça c'est dans l'autre sens qu'il faut le dire. C'est pas grave. Mais du coup, je vais te lire des passages. C'est un truc de dingue. Je vais te lire des passages des Trois Mousquetaires, de 20 ans après, et du Vicomte. Ce serait génial si j'avais le temps de te lire tout le bouquin, ça serait monstrueux, là, juste entre nous, comme ça. Mais là, ça va faire un peu long, parce que ça fait déjà quand même, tu vois, c'est ça, plus de 3 heures qu'on est là entre nous. J'espère pour toi qu'on aura fait quelques coupes, sinon tu te seras noyé dans tes olives et dans ton vin. On va se lire quelques passages des Mousquetaires. J'arrive pas à croire que je prononce cette phrase, c'est super. Voilà, toi qui nous regardes, même si les petits trucs que je vais te lire te plaisent pas, te laisse pas décourager. Comme souvent dans une œuvre, faut pas se laisser décourager par un premier rapport à l'œuvre. C'est qu'un premier rapport. Quand il se passe bien, c'est cool, ça encourage. Quand il se passe pas bien, c'est pas grave, faut pas que ça dissuade. D'Artagnan vient de débarquer, jeune provincial, vient de débarquer à Paris, et d'entrée de jeu, il s'est mis à dos 3 des plus grands mousquetaires du royaume, parce qu'il était pressé, qu'il a renversé l'un, qu'il a tapé dans l'épaule à l'autre. Et il a récolté de tout ça un duel avec l'un, un duel avec l'autre, et un autre duel. Donc il doit affronter les 3 le même jour. Donc c'est le duel des Carmes Deschaux. Tu connais certainement, parce que de toute façon, les Trois Mousquetaires, même si tu ne l'as pas lu, t'as quelque part dans ta vie, t'as entendu, ou pas. Et là, c'est génial. Donc il a rendez-vous au Carmes Deschaux, donc un lieu à Paris, pour affronter Athos, Porthos et Aramis. Ah ah, fit Porthos. Qu'est-ce que cela? C'est avec monsieur que je me bats, dit Athos en montrant de la main d'Artagnan et en le saluant du même geste. C'est avec lui que je me bats aussi, dit Porthos. Mais à 1 heure seulement, répondit d'Artagnan. Et moi aussi, c'est avec monsieur que je me bats, dit Aramis en arrivant à son tour sur le terrain. Mais à 2 heures seulement, fit d'Artagnan avec le même calme. Mais à propos de quoi te bats-tu, toi, Athos demanda Aramis. Ah, ma foi, je ne sais pas trop. Il m'a fait mal à l'épaule. Et toi, Porthos? Ah, ma foi, je me bats parce que je me bats, répondit Porthos en rougissant. Athos, qui ne perdait rien, vit passer un fin sourire sur les lèvres du Gascon. Nous avons eu une discussion sur la toilette, dit le jeune homme. Et toi, Aramis? demanda Athos. Ma foi, je me bats pour cause de théologie, répondit Aramis tout en faisant signe à d'Artagnan qu'il le priait de tenir secrète la cause de son duel. Athos vit passer un second sourire sur les lèvres de d'Artagnan. Vraiment, dit Athos. Oui, un point de Saint-Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord, dit le Gascon. Décidément, c'est un homme d'esprit, murmura Athos. Et maintenant que vous êtes rassemblés, messieurs, dit d'Artagnan, permettez-moi de vous faire mes excuses. À ce mot d'excuse, un nuage passa sur le front d'Athos. Un sourire hautain glissa sur les lèvres de Porthos, et un signe négatif fut la réponse d'Aramis. Ah, vous ne me comprenez pas, messieurs, dit d'Artagnan en relevant sa tête. Je vous demande excuse dans le cas où je ne pourrais vous payer ma dette à tous 3. Car monsieur Athos a le droit de me tuer le premier, ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance, monsieur Porthos, et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis. Et maintenant, messieurs, je vous le répète, excusez-moi, mais de cela seulement. Et en garde! À ces mots, du geste le plus cavalier qui se puisse voir, d'Artagnan tira son épée. Le sang était monté à la tête de d'Artagnan, et dans ce moment, il eut tiré son épée contre tous les mousquetaires du royaume, comme il venait de le faire contre Athos, Porthos et Aramis. Dans Dragon Ball, par exemple, tu vois, quand Sangoku devient grand, c'est un truc extraordinaire dans la culture populaire de voir un héros vieillir. Eh ben, Dumas l'avait fait 150 ans avant. Voici un chapitre de 20 ans après. Un chapitre, quelques lignes d'un chapitre, qui s'appelle D'Artagnan à 40 ans. Hélas, depuis l'époque où, dans notre roman des Trois Mousquetaires, nous avons quitté d'Artagnan, rue des Fossoyeurs, 12, il s'était passé bien des choses, et surtout bien des années. D'Artagnan n'avait pas manqué aux circonstances, mais les circonstances avaient manqué à d'Artagnan. Tant que ses amis l'avaient entouré, d'Artagnan était resté dans sa jeunesse et sa poésie. C'était
une de ces natures fines et ingénieuses qui s'assimilent facilement les qualités des autres. Athos lui donnait de sa grandeur, Porthos de sa verve, Aramis de son élégance. Si D'Artagnan eût continué de vivre avec ces trois hommes, il fût devenu un homme supérieur. Athos le quitta le premier, pour se retirer dans cette petite terre dont il avait hérité du côté de Blois. Porthos, le second, pour épouser sa procureuse. Enfin, Aramis, le troisième, pour entrer définitivement dans les ordres et se faire abbé. À partir de ce moment, D'Artagnan, qui semblait avoir confondu son avenir avec celui de ses trois amis, se trouva isolé et faible, sans courage pour poursuivre une carrière dans laquelle il sentait qu'il ne pouvait devenir quelque chose qu'à la condition que chacun de ses amis lui céderait, si cela peut se dire, une part du fluide électrique qu'il avait reçu du ciel. Ainsi, quoique devenu lieutenant de mousquetaires, D'Artagnan ne s'en trouva que plus isolé. Il n'était pas d'assez haute naissance, comme Athos, pour que les grandes maisons s'ouvrissent devant lui. Il n'était pas assez vaniteux, comme Porthos, pour faire croire qu'il voyait la haute société. Il n'était pas assez gentilhomme, comme Aramis, pour se maintenir dans son élégance native, en tirant son élégance de lui-même. Quelque temps, le souvenir charmant de Madame Bonacieux avait imprimé à l'esprit du jeune lieutenant une certaine poésie. Mais comme celui de toutes les choses de ce monde, ce souvenir périssable s'était peu à peu effacé. La vie de garnison est fatale, même aux organisations aristocratiques. Des deux natures opposées qui composaient l'individualité de D'Artagnan, la nature matérielle l'avait peu à peu emporté et tout doucement, sans s'en apercevoir lui-même, D'Artagnan, toujours en garnison, toujours au camp, toujours à cheval, était devenu, je ne sais comment cela s'appelait à cette époque, ce qu'on appelle de nos jours un véritable troupier. Ce n'est point que pour cela D'Artagnan eût perdu de sa finesse primitive, non pas. Au contraire, peut-être cette finesse s'était augmentée, ou du moins paraissait doublement remarquable sous une enveloppe un peu grossière. Mais cette finesse, il l'avait appliquée aux petites et non aux grandes choses de la vie. Au bien-être matériel, au bien-être comme les soldats l'entendent, c'est-à-dire à avoir bon gîte, bonne table, bonne hôtesse. Et D'Artagnan avait trouvé tout cela depuis 6 ans, rue Tiquetonne, à l'enseigne de la Chevrette. Un chapitre, un des plus grands chapitres de tout ça, de toute l'œuvre. Celui-là s'appelle Place Royale. D'Artagnan et Porthos se sont mis ensemble contre Athos et Aramis qui défendent la cause des puissants, des aristocrates. Ils sont nés là-bas. D'Artagnan et Porthos sont nés avec des moyens plus modestes. Et fatalement, à un moment donné, ces raisons sociales fait que tu n'es pas toujours d'accord avec tes amis. Ce mouvement fit reculer D'Artagnan et Porthos. D'Artagnan ne tira point son épée, Porthos remit la sienne au fourreau. « Jamais, dit Athos en levant lentement la main droite au ciel, jamais, je le jure devant Dieu qui nous voit et nous écoute pendant la solennité de cette nuit, jamais mon épée ne touchera les vôtres. Jamais mon œil n'aura pour vous un regard de colère. Jamais mon cœur un battement de haine. Nous avons vécu ensemble, haïs et aimés ensemble. Nous avons versé et confondu notre sang, et peut-être, ajouterai-je encore, y a-t-il entre nous un lien plus puissant que celui de l'amitié, peut-être y a-t-il le pacte du crime. Car tous quatre, nous avons condamné, jugé, exécuté un être humain que nous n'avions peut-être pas le droit de retrancher de ce monde, quoique plutôt qu'à ce monde il parut appartenir à l'enfer. D'Artagnan, je vous ai toujours aimé comme mon fils. Porthos, nous avons dormi 10 ans côte à côte. Aramis est votre frère comme il est le mien, car Aramis vous a aimé comme je vous aime encore, comme je vous aimerai toujours. Qu'est-ce que le cardinal de Mazarin peut être pour nous, qui avons forcé la main et le cœur d'un homme comme Richelieu? Qu'est-ce que tel ou tel prince pour nous, qui avons consolidé la couronne sur la tête d'une reine? D'Artagnan, je vous demande pardon d'avoir hier croisé le fer avec vous. Aramis en fait autant pour Porthos. Et maintenant, haïssez-moi si vous pouvez, mais moi, je vous jure que malgré votre haine, je n'aurai que de l'estime et de l'amitié pour vous.
Maintenant, répétez mes paroles, Aramis, et après, s'ils le veulent, et si vous le voulez, quittons nos anciens amis pour toujours. » Athos fit un mouvement pour se retirer. « Oh non! Non! Ne vous en allez pas !» s'écria d'Artagnan, entraîné par un de ces élans irrésistibles qui trahissaient la chaleur de son sang et la droiture native de son âme. « Ne vous en allez pas! Car moi aussi, j'ai un serment à faire. Je jure que je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang, jusqu'au dernier lambeau de ma chair, pour conserver l'estime d'un homme comme vous, Athos, l'amitié d'un homme comme vous, Aramis. » Et il se précipita dans les bras d'Athos. « Et moi, dit Porthos, je ne jure rien, hein, mais j'étouffe, sacrebleu. S'il me fallait me battre contre vous, je crois que je me laisserais percer d'outre en outre, car je n'ai jamais aimé que vous au monde. » Et l'honnête Porthos se mit à fondre en larmes, en se jetant dans les bras d'Aramis. « Mes amis, dit Athos, voilà ce que j'espérais. Voilà ce que j'attendais de deux cœurs comme les vôtres. Oui, je l'ai dit et je le répète, nos destinées sont liées irrévocablement, quoique nous suivions une route différente. Je respecte votre opinion, d'Artagnan. Je respecte votre conviction, Porthos. Mais quoique nous combattions pour des causes opposées, gardons-nous amis. Les ministres, les princes, les rois passeront comme un torrent. La guerre civile comme une flamme, mais nous, resterons-nous? J'en ai le pressentiment. » Oui, dit d'Artagnan, soyons toujours mousquetaires, et gardons pour unique drapeau cette fameuse serviette du bastion Saint-Gervais, où le grand cardinal avait fait broder 3 fleurs de lys. Et chaque fois, dit Athos, que nous nous rencontrerons dans la mêlée, à ce seul mot, place royale, passons nos épées dans la main gauche et tendons la main droite, fût-ce au milieu du carnage. On fait un petit bond de 11 années en avant. Donc pendant ce temps-là, Louis XIII est mort, Louis XIV grandit. Louis XIV était un petit garçon, élevé comme beaucoup d'autres avant et beaucoup d'autres après lui, pour devenir roi de France. Et lui le fera dans des circonstances qu'on sait. Il deviendra Louis XIV, le roi soleil. Et au milieu de tout ça, on a d'Artagnan, qui a donc 53, 54 ans, qui est toujours là. C'était la 50e fois peut-être depuis le jour où nous avons ouvert cette histoire que cet homme au cœur de bronze et aux muscles d'acier avait quitté maison et amis, tout enfin, pour aller chercher la fortune et la mort. L'une, c'est-à-dire la mort, avait constamment reculé devant lui, comme si elle en eût eu peur. L'autre, c'est-à-dire la fortune, depuis 1 mois seulement, avait fait réellement alliance avec lui. Quoique ce ne fût pas un grand philosophe selon Épicure ou selon Socrate, c'était un puissant esprit, ayant la pratique de la vie et de la pensée. On n'est pas brave, on n'est pas aventureux, on n'est pas adroit, comme l'était d'Artagnan, sans être en même temps un peu rêveur. Il avait donc retenu, ça et là, quelques bribes de Monsieur de la Rochefoucauld, digne d'être mis en latin par messieurs de Port-Royal, et il avait fait collection en passant dans la société d'Athos et d'Aramis de beaucoup de morceaux de Sénèque et de Cicéron, traduits par eux et appliqués à l'usage de la vie commune. Ce mépris des richesses, que notre Gascon avait observé comme article de foi pendant les 35 premières années de sa vie, avait été regardé longtemps par lui comme l'article premier du Code de la bravoure. « Article premier, disait-il, on est brave parce qu'on n'a rien. On n'a rien parce qu'on méprise les richesses. » Aussi, avec ces principes qui, ainsi que nous l'avons dit, avaient régi les 35 premières années de sa vie, d'Artagnan ne fut pas plutôt riche qu'il dut se demander si, malgré sa richesse, il était toujours brave. À cela, pour tout autre que d'Artagnan, l'événement de la place de Grève eût pu servir de réponse. Bien des consciences s'en fut contentées, mais d'Artagnan était assez brave pour se demander sincèrement et consciencieusement s'il était brave. Aussi à ceci. Mais il me semble que j'ai assez vivement dégainé et assez proprement estocadé sur la place de Grève pour être rassuré sur ma bravoure. D'Artagnan s'était répondu à lui-même. « Tout beau, capitaine, ceci n'est point une réponse. J'ai été brave ce jour-là parce qu'on brûlait ma maison. Et il y a 100 et même 1000 à parier contre un que si ces messieurs de l'émeute n'eussent pas eu cette malencontreuse idée, leur plan d'attaque eût réussi, ou du moins, ce n'eût point été moi qui m'y fusse opposé. Maintenant, que va-t-on tenter contre moi? Je n'ai pas de maison à brûler en Bretagne, je n'ai pas de trésor qu'on puisse m'enlever. Non, mais j'ai ma peau, cette précieuse peau de monsieur d'Artagnan, qui vaut toutes les maisons et tous les trésors du monde.
Cette peau à laquelle je tiens par-dessus tout parce qu'elle est, à tout prendre, la reliure d'un corps qui renferme un cœur très chaud et très satisfait de battre, et par conséquent de vivre. Donc, je désire vivre, et en réalité, je vis bien mieux, bien plus complètement depuis que je suis riche. Qui diable disait que l'argent gâtait la vie? Il n'en est rien sur mon âme. Il semble au contraire que maintenant, j'absorbe double quantité d'air et de soleil, mordius. Que sera-ce donc si je double encore cette fortune, et si, au lieu de cette badine que je tiens en ma main, je porte jamais le bâton de maréchal? Alors je ne sais plus s'il y aura, à partir de ce moment-là, assez d'air et de soleil pour moi. Au fait, ce n'est pas un rêve. Qui diable s'opposerait à ce que le roi me fît duc et maréchal, comme son père, le roi Louis XIII, a fait duc et connétable Albert de Luynes? Ne suis-je pas aussi brave et bien autrement intelligent que cet imbécile de Vitry? Ah, voilà justement ce qui s'opposera à mon avancement. J'ai trop d'esprit. Heureusement, s'il y a une justice en ce monde, la fortune en est avec moi aux compensations. Elle me doit, certes, une récompense pour tout ce que j'ai fait pour Anne d'Autriche, et un dédommagement pour tout ce qu'elle n'a point fait pour moi. Donc, à l'heure qu'il est, me voilà bien avec un roi, et avec un roi qui a l'air de vouloir régner. Dieu le maintienne dans cette illustre voie, car s'il veut régner, il a besoin de moi. Et s'il a besoin de moi, il faudra bien qu'il me donne ce qu'il m'a promis, chaleur et lumière. Donc, je marche, comparativement aujourd'hui, comme je marchais autrefois, de rien à tout. Le vicomte, à lui tout seul, est plus long que les 2 tomes précédents réunis. On brasse assez large. Il y a dans le vicomte de Bragelonne, il y a beaucoup de face-à-face. Comme ce sont des romans historiques dans lesquels Dumas glisse des petites choses à lui, c'est bien, on a des face-à-face qu'on n'avait peut-être pas dans la vraie vie, tu sais. Ce qui revient beaucoup, ce sont les dialogues entre le roi et d'Artagnan. Il y a des scènes entières où voilà, ils dialoguent tous les deux. Donc D'Artagnan, vieux monsieur de 50 ans, Louis XIV, petit jeune homme très ambitieux de 21 ans. Là, D'Artagnan vient plus ou moins de désobéir au roi suite à une mission où on l'a envoyé à Belle-Île, à côté de la Bretagne. D'Artagnan revient, il discute avec le roi. Monsieur, repartit le roi, vous croyez toujours vivre dans un siècle où les rois étaient, comme vous vous plaignez de l'avoir été, sous les ordres et à la discrétion de leurs inférieurs. Vous me paraissez trop oublier qu'un roi ne doit compte qu'à Dieu de ses actions. Je n'oublie rien du tout, sire, fit le mousquetaire, blessé à son tour de la leçon. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi un honnête homme, quand il demande au roi en quoi il a mal servi, l'offense. Vous m'avez mal servi, monsieur, en prenant le parti de mes ennemis contre moi. Quels sont vos ennemis, sire? Ceux que je vous envoyais combattre. 2 hommes, ennemis de l'armée de votre majesté. Ce n'est pas croyable, sire. Vous n'avez point à juger mes volontés. J'ai à juger mes amitiés, sire. Qui sert ses amis ne sert pas son maître. Je l'ai si bien compris, sire, que j'ai offert respectueusement ma démission à votre majesté. Et je l'ai acceptée, monsieur, dit le roi. Avant de me séparer de vous, j'ai voulu vous prouver que je savais tenir ma parole. Votre majesté a tenu plus que sa parole, car votre majesté m'a fait arrêter, dit D'Artagnan de son air froidement railleur. Elle ne me l'avait pas promis. Le roi dédaigna cette plaisanterie, et venant au sérieux. Voyez, monsieur, dit-il, à quoi votre désobéissance m'a forcé. Ma désobéissance, s'écria D'Artagnan rouge de colère. C'est le nom le plus doux que j'ai trouvé, poursuivit le roi. Mon idée, à moi, était de prendre et de punir des rebelles. Avais-je à m'inquiéter si les rebelles étaient vos amis ? Mais j'avais à m'en inquiéter, moi, répondit D'Artagnan. C'était une cruauté à votre majesté de m'envoyer prendre mes amis pour les amener à vos potences. C'était, monsieur, une épreuve que j'avais à faire sur les prétendus serviteurs qui mangent mon pain et doivent défendre ma personne, dit le roi. L'épreuve a mal réussi, monsieur D'Artagnan. Écoutez-moi, sire. Je ne suis pas accoutumé à ce service-là, moi. Je suis une épée rebelle quand il s'agit de faire le mal. Il était mal à moi d'aller poursuivre jusqu'à la mort 2 hommes dont monsieur Fouquet, le sauveur de votre majesté, vous avez demandé la vie. De plus, ces 2 hommes étaient mes amis. Ils n'attaquaient pas votre majesté. Ils succombaient sous le poids d'une colère aveugle. D'ailleurs, pourquoi ne les laissait-on pas fuir ?
Quel crime avait-il commis? J'admets que vous me contestiez le droit de juger leur conduite. Mais pourquoi me soupçonner avant l'action? Pourquoi m'entourer d'espions? Pourquoi me déshonorer devant l'armée? Pourquoi moi, dans lequel vous avez jusqu'ici montré la confiance la plus entière, moi qui depuis 30 ans suis attaché à votre personne et vous ai donné 1000 preuves de dévouement, car il faut bien que je le dise, aujourd'hui que l'on m'en accuse, pourquoi me réduire à voir 3000 soldats du roi marcher en bataille contre 2 hommes? On dirait que vous oubliez ce que ces hommes m'ont fait, dit le roi d'une voix sourde, et qu'il n'a pas tenu à eux que je ne fusse perdu. Sire, on dirait que vous oubliez que j'étais là. Assez, monsieur d'Artagnan, assez de ces intérêts dominateurs qui viennent ôter le soleil à mes intérêts. Je fonde un État dans lequel il n'y aura qu'un maître. Je vous l'ai promis autrefois. Le moment est venu de tenir ma promesse. Vous voulez être, selon vos goûts et vos amitiés, libre d'entraver mes plans et de sauver mes ennemis? Je vous brise ou je vous quitte. Cherchez un maître plus commode. Voyons, qui vous arrête? Lui dit le roi avec douceur. Vous avez donné votre démission. Voulez-vous que je la refuse? Je conviens qu'il sera dur à un vieux capitaine de revenir sur sa mauvaise humeur. Oh, répliqua mélancoliquement d'Artagnan. Ce n'est pas là mon plus grave souci. J'hésite à reprendre ma démission parce que je suis vieux en face de vous et que j'ai des habitudes difficiles à perdre. Il vous faut désormais des courtisans qui sachent vous amuser, des fous qui sachent se faire tuer pour ce que vous appelez vos grandes œuvres. Grandes, elles le seront, je le sens. Mais si par hasard, j'allais ne pas les trouver telles. J'ai vu la guerre, sire. J'ai vu la paix. J'ai servi Richelieu et Mazarin. J'ai roussi avec votre père au feu de La Rochelle, troué de coups comme un crible, ayant fait peau neuve plus de 10 fois, comme les serpents. Après les affronts et les injustices, j'ai un commandement, qui était autrefois quelque chose parce qu'il donnait le droit de parler comme on voulait au roi. Mais votre capitaine des mousquetaires sera désormais un officier gardant les portes basses. Vrai, sire, si tel doit être désormais l'emploi, profitez de ce que nous sommes bien ensemble pour me l'ôter. N'allez pas croire que j'ai gardé rancune. Non. Vous m'avez dompté, comme vous dites. Mais il faut l'avouer, en me dominant, vous m'avez amoindri. En me courbant, vous m'avez convaincu de faiblesse. Si vous saviez comme cela va bien de porter haut la tête, et comme j'aurais piteuse mine à flairer la poussière de vos tapis. Oh, sire, je regrette sincèrement. Et vous regretterez, comme moi, ce temps où le roi de France voyait dans ses vestibules tous ces gentilshommes insolents, maigres, maugréants toujours, hargneux, matins, qui mordaient mortellement les jours de bataille. Mais pourquoi dire tout cela? Le roi est mon maître. Il veut que je fasse des vers. Il veut que je polisse, avec des souliers de satin, les mosaïques de ses antichambres. Mordius, c'est difficile, mais j'ai fait plus difficile que cela. Je le ferai. Pourquoi le ferai-je? Parce que j'aime l'argent. J'en ai. Parce que je suis ambitieux. Ma carrière est bornée. Parce que j'aime la cour. Non. Je resterai. Parce que j'ai l'habitude, depuis 30 ans, d'aller prendre le mot d'ordre du roi et de m'entendre dire « Bonsoir, D'Artagnan », avec un sourire que je ne mendiais pas. Ce sourire, je le mendierai. Êtes-vous content, sire? Et D'Artagnan courba lentement sa tête argentée, sur laquelle le roi, souriant, posa sa blanche main avec orgueil. Le vicomte de Bragelonne. Le cycle des mousquetaires de Dumas, c'est mon numéro 1 dans le top 10 roman. « 1625 les Huguenots. » Il faut
faut aimer des bouquins, il faut aimer des œuvres, il faut aimer des gens, il faut aimer des choses. Et il faut savoir pourquoi. Il faut s'interroger sur le pourquoi, c'est intéressant. On a toujours un peu de temps à perdre. Celui-là, par exemple, c'est pas celui qu'on perd le plus en faisant ça. Dites-nous si vous avez aimé la vidéo, pour ceux qui sont encore... Vous êtes vivants? Vous êtes vivants? Les olives? Le vin? Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, si ça vous a plu, à mettre la petite cloche même, à vous abonner et tout. Mais dites-nous quels sont vos 5 romans préférés. Essayez pour voir. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il y en a d'autres? Mettez-nous les 10 pour les plus courageux d'entre vous. Et expliquez pourquoi pour les plus héroïques. Savoir pourquoi. Et surtout, bah voilà, avant tout, gardez à l'esprit que ce qui compte dans la vie, c'est pas de faire des top 10. Ce qui compte dans la vie, c'est d'aimer des choses. Et c'est de savoir pourquoi on les aime. Merci pour ce petit moment tous ensemble. À très vite. Quand même, t'as mis le temps. Salut, Hey, salut Hector. j'ai fait un top 10. Ah ouais, Ouais, un top 10 roman. cool. C'était bien. Ah ouais, c'était bien, il y avait du vin et tout. Cool. Il est pas là déjà? Non, il a tracé chez lui pour ramener ses livres. Ouais, justement, moi, il faut que je lui rende ce livre. Ah ouais, c'est quoi? C'est Nostromo de Conrad. Nostromo, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Ça m'a fait penser à Capuche. Ah oui, Capuche. On est où lui? Comme d'hab, aux dernières nouvelles, c'est sur son radeau. Capuche, son radeau. Minuit et demi, bah, écoute, je vais tenter d'aller chez Jer, hein, pour lui rendre son bouquin. Peut-être une chance d'arriver à temps. Bon allez. Ciao Hector. Ciao. Premier lundi du mois d'avril 1625, le lendemain, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde recherche. 1625, les Huguenots. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande